Salut les amis, bienvenue sur Clément Guadeloupe. Je suis avec Kevin, Mikey. Aujourd'hui, vous savez où nous sommes? Nous sommes à Cognac, chez la tonnellerie Le Roi. Donc aujourd'hui, on va découvrir quoi? Comment est fabriqué les fûts, les tonneaux. Voilà, donc on va voir toutes les étapes ensemble avec Kevin. Donc suivez-nous, on y va tout de suite. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc le bois provient du groupe de nos méranderies. On a 3 méranderies en France, basées dans le centre de la France sur le massif de Nevers. Et donc il y en a 2 qui sont proches de la forêt des Bertranges et la 3e qui est dans le Morvan. Celle du Morvan nous permet de faire des douelles et nous permet de faire couper les arbres. Et un arbre coupé comme ça s'appelle un plot. D'accord, donc ça c'est un plot là. Donc ça va nous servir à faire des foudres. Okay. Ah ben oui. Parce qu'on a une foudrerie à côté qu'on visite demain. Là ça s'appelle du mérin. D'accord. Moi c'est des petites terminologies de tonnelier. Ça s'appelle du mérin. Okay. Et ça ne devient une douelle qu'à partir du moment où ça a été usiné. D'accord. Et de l'autre côté, donc la douelle c'est de l'arbre qui est fendu. Donc on fend l'arbre comme un camembert, comme au Trivial Poursuite. Okay. Et à l'intérieur on fait des douelles de façon à ce qu'on respecte toujours le fil du bois. Parce que le fil du bois, s'il n'est pas respecté, il y a des petits canaux à l'intérieur du bois. Et si on ne respecte pas le fil du bois, le rhum ou le cognac ou le vin va rentrer par les petits canaux à l'intérieur et va sortir dehors. Et on va avoir la problématique, c'est que la barrique va fuir. Donc c'est pour ça qu'on respecte le fil du bois d'un côté comme de l'autre. Là on a un bois qui a été déjà brûlé là, non? Non, c'est la couleur du bois. C'est la couleur du bois. Le bois arrive, je vais vous faire voir. Là, en fait, on est à Cognac, il y a un champignon qui noircit tout, qui s'appelle le torula. Okay. Et là, en fait, il y a toujours des champignons qui se déposent sur le bois, c'est pour ça que le bois grise. Ouais. Et nous, à Cognac, on a un champignon en plus qui fait que ça noircit, c'est pour ça que tous les bâtiments, les tuiles sont noires. Parce qu'on a un champignon qui se nourrit des vapeurs du cognac. D'accord. Donc le bois arrive, alors là il est pas, celui-ci il n'est pas spécialement jeune parce qu'il date de, celui-ci date de février 2022. Donc vous voyez, il commence déjà à noircir. Ouais. Et puis derrière celui-ci il va être plus vieux, donc il va être un peu plus noir. Au bout de 2 ans, voilà ce que ça donne. Le bois a grisé. Ouais. Et en fait, quand on parle de faire vieillir le bois doit avoir, chez nous il doit avoir 2 ans. Il faut dire que le bois vieillit. Notre cahier des charges, le bois doit avoir 2 ans de vieillissement. Ouais. Il peut avoir que 18 mois, mais il faut qu'il ait 2 hivers. Donc nous, pour être sûr que notre bois il ait 2 hivers, en 2 ans, on est sûr qu'il y a 2 hivers et 2 étés. Donc le bois a besoin d'être stocké dehors, en piles ventilées, comme on voit là, de façon à ce que la nature fasse son travail, c'est-à-dire que le vent et l'eau va rincer le bois et va retirer tous les tanins les plus astringents. Et ensuite, la chaleur va faire sécher le bois parce que le taux d'humidité du bois pour l'usiner doit arriver naturellement aux alentours des 16% d'humidité. Pour ça, on a besoin de toutes les saisons. Et après, on a des micro-organismes qui vont venir dégrader la sève qu'il y a à l'intérieur de ces fameux canaux. Parce que si la sève est contenue à l'intérieur du bois, on va avoir des goûts dits séveux. Et des fois, on dit « Ah, ça a goût de planche ». C'est parce que le bois n'a pas été suffisamment bien séché et qu'on a un relargage de sève et ça fait vert, ça fait un peu comme quand on mange une herbe, ça va donner cette espèce d'arôme là qui est très astringent, qui va donner une amertume, et ça viendra uniquement parce que le bois n'est pas assez sec. D'accord. Et du coup, vous êtes labellisé ou pas?
On est sous certification ISO et HACCP par Bureau Veritas. Okay. Et après, on a des certifications Néorigine France Garantie. On a la traçabilité montante et descendante, ce qui nous permet... De toute façon, nous, on travaille entre autres avec Martel, qui est la tonnellerie appartenait à Martel. On l'a acheté en 2006. Et quand vous travaillez avec un groupe à l'international, vous êtes obligé d'être certifié. Ouais. Pour la bonne et simple raison, c'est que tous les groupes internationaux travaillent avec les compagnies aériennes. Et pour travailler sur une compagnie aérienne, il faut être certifié. Donc, on a toutes les certifications. Et on a même... le groupe est certifié PEFC, donc en plus, les arbres que l'on utilise sont en majeure partie PEFC. PEFC, c'est la protection de la forêt. D'accord. Et nous, dans notre contrat avec Martel, il faut savoir que chaque fois qu'on vend une barrique à Martel, on replante un arbre en forêt. Bien. Donc ça, c'est dans notre démarche RSE. Ouais. Donc voilà, on fait partie des entreprises respectables par rapport à ça et on a des engagements au niveau environnemental. Ouais. Alors Manuel, ouais. Regarde. Aujourd'hui là tu es chaud. C'est quelle étape Là c'est la chauffe, là, le montage. Là c'est le montage. Montage des barriques là, la chauffe, ouais. Après là-bas c'est la chauffe quoi. Et là-bas c'était la chauffe. La chauffe, ouais. Donc et comment on a fait en fait ces morceaux de bois C'est les douelles là. C'est les douelles. Les douelles ça, ouais. D'accord, qui sont coupés juste à côté. Voilà, après c'est utilisé là-bas aux machines là-bas, ouais. Et après ça arrive là, c'est appareillé là. Ouais. Après nous on monte les barriques comme ça là, et après ça va à la chauffe là. Super. Ça veut dire. Et c'est quel type de bois que vous utilisez? Du chêne. Du chêne? Du chêne, ouais. C'est strictement tout le temps que du chêne? Ah, des fois il y a de l'acacia, ça dépend des clients quoi. D'accord. De l'acacia, ouais. Mais on fait beaucoup de barriques pour le chêne, du chêne quoi. Plutôt chêne. Ouais. Elles ont pas forcément la même taille? Ouais. D'accord, c'est normal ou c'est voulu? De quoi? Le fait qu'ils ne soient pas de la même taille. Ah ouais, faut que ce soit pareil, vraiment, après la rogneuse, c'est pour que ce soit bien arrondi les barriques. D'accord. Faut pas t'as une douelle, comme ça, quoi. Faut pas aller, parce qu'après à la machine là-bas, la rogneuse, ça lâche pas. D'accord. Parce que les barriques sont toutes pareilles, les douelles toutes pareilles. Et pourquoi elles ne sont pas coupées à la même taille? Parce qu'il faut que ce soit à la dimension de la barrique, quoi. Regarde, celui-là, il est épais. Ouais. Il est moins épais. Ah non, mais ça c'est normal. Parce que une barrique, t'as une large, une petite, une large, une petite. Ouais. Là, tu vois, t'as une large, une petite, une large, une petite. C'est normal. Pour te donner, c'est plus joli à la barrique. C'est les barriques trop larges, c'est les douelles trop larges. Après, ça casse à la chauffe. Ça veut dire. Faut pas taille de douelle trop large. Douelle large, il faut une douelle large, la bande quoi. C'est la douelle de bande où tu mets le tube dedans. La barrette là. Et tu enlèves le cercle. Attends. Ah ouais, okay. Toi, regarde. Toi. Ça tient tout seul. Ça tient tout seul. Tu vois? Ouais, j'attends. Regarde, après tu mets les cercles là, toi, regarde. Tu mets les cercles là. Collé à bouche, toi. Ok, après tu refais. Ouais, après tu es comme le côté là, tu resserres. Voilà. Après tu resserres comme ça là, toi. Tu remontes tes ballots, toi. Regarde, toi. Tu remontes tes ballots comme il faut là, toi. Ça c'est un cercle toi pour que tu montes ta barrique, pour te monter la barrique qu'elle soit montée quoi. Oui, dire, vraiment pour démarrer. Voilà. Avec ça tu fais ça pour te monter ta barrique quoi. Voilà, j'ai bien compris. À quoi ça sert là? À quoi ça sert? T'as le cabestan là, c'est pour les douelles, tu vois comme ça, soit cintrer la barrique quoi, tu vois.
D'accord, ça reste hermétique. Ouais, c'est avec le feu et l'eau qui fait sacrer le bois, tu vois, qui sacre le bois. Avec le cabestan, tu vois, ça serre doucement. Ah, qui donne sa belle. Voilà, ça donne l'arrondi de la barrique, quoi. Ouais. D'accord. Voilà, tu vois. Ça lui donne cette forme. C'est la forme de la barrique, quoi. Voilà. Et combien de temps tu le laisses sur? Normalement, c'est 1 heure, mais ça dépend, une demi-heure, 1 heure, ça dépend. Là, c'est 1 heure, les 600, là. Il y a des commandes des fois où tu peux laisser plus longtemps ou moins longtemps. Alors, ça dépend de la barrique. Parce que là, toi, 600 litres en 42, faut 1 heure. 1 heure de cintrage, 1 heure de moulinage. Parce que la chaleur, toi, regarde. Regarde. Ça touche. Ah oui. Faut que la chaleur, ça passe au travers, quoi. Ah oui. Autrement, si la barrique est froide, ça casse. Ça casse les douelles. Tu vas voir. Voilà, regarde. Elle n'est pas trop chaude, ça casse comme ça la chauffe, quoi. Et elle a craqué. Et donc là, ça risque de... Ah là, il faut changer la douelle, elle est cassée, elle est morte. Ah oui, on est obligé de le refaire là. Réparer la douelle, changer. Ah ouais, d'accord. Ouais. Quand c'est cassé, comme ça va ici la réparation. D'accord. Après, ça retourne à la rogneuse, quoi. Après c'est rogné là, toi. Ok. Xavier il rogne la barrique là. On va le voir. Ouais. Après, tu vas voir comment tu fais. Ok. Ouais. C'est pour ça, si c'est trop froid, ça casse. Si c'est trop chaud, ça casse aussi. Faut que ça soit la température, pas trop chaud non plus, pas trop froid non plus. Si c'est trop froid, ça casse. Faut vraiment gérer la... Voilà, faut gérer voilà. Ton expérience. Voilà, faut gérer le feu pareil qu'il soit. Je veux dire. Ok, super. Tu m'as dit c'est le même type de bois qui utilise là. Ouais, c'est du bois que la récupération qui récupère des douelles, quoi. Voilà. Voilà. Les restes des douelles. Ouais, le reste des douelles qui est courté, qu'on sert pour. Et le bois, là, quand c'est mouillé, le bois, ça appuie tout seul à cintré quand c'est mouillé. Voilà. C'est pour ça qu'on arrose la barrique. À quel moment tu sais où il faut arroser? Hein? À quel moment tu sais, à quel moment tu... Quand ça commence à être un peu chaud, tu t'arroses un peu, parce qu'après, quand elle est sur le cabestan, commence à serrer. Voilà. Mais c'est pas toutes les 30 minutes, tous les... Ah non. Comme tu le sens. C'est bien, tu vois, c'est bien arrosé parce que comme ça, dès que c'est serré, ça sale tout doucement et ça évite de casser le bois. Ça veut dire, quand c'est mouillé, ça évite de casser le bois. Ouais. C'est parce que tu mouilles pas la barrique, tu as plus de chance à casser les douelles. Ça casse beaucoup. Il y a un truc que j'avais pas vu, Manuel. Alors il y a une corde, c'est la corde qui te permet aussi de resserrer. C'est un câble qui fait serrer la barrique. Voilà. Ouais. Ça, on n'avait pas fait attention à ça, mais effectivement cette corde. Je vais mettre l'autre barrique, je vais te faire voir. D'accord? Voilà, regarde. Et en fait, il sert de plus en plus. Ouais, non, là, c'est 600 litres en 42, parce que normalement, tu vois, ça dépend des barriques, t'as des cycles à respecter, quoi. Tu vois, toi, 600 litres, en 42, tu le fais manuellement, suivant la température que t'as, quoi. Autrement, quand t'es 225, toi, ou 400, toi, 7 cycles, 65, 120 minutes, t'as plusieurs étapes. T'as 6 serrages, 7 serrages, ça dépend de la barrique que t'as, quoi. Voilà. Les 600, par contre, c'est manuellement parce que c'est épais, on n'a pas de cabestan pour les régler, quoi. Okay. Mais quand tu es 400, mettons, tu as 7 serrages, 7 cycles, temps d'attente, et après il resserre automatiquement, t'attends, il se remet en route. Je veux dire. Voilà, elle est chaude là, tu veux, hein? Ah, tout ça, là, pousse. La température passe, la chaleur passe au travers. Ouais, elle passe au travers. Est-ce que c'est toi qui t'occupes de l'autre partie, Manuel? Hein? Cette partie-là, est-ce que c'est toi qui t'occupes de ça? Là, c'est lui, là. Arthur, là-bas, c'est le bousinage. Le bousinage, là. Ouais. Bousinage? Ouais. L'autre partie, après la chauffe. Là, la barrique, elle se ferme la chauffe, là, pas cassée. Ouais. Elle va là-bas, après elle reste tant de temps sur le feu, qui la tourne à côté, qui la tourne de l'autre, qui donne la couleur. Okay. Après, là-bas, c'est la cuisson de la barrique pour qu'elle soit bien à température, qu'elle soit bien
Oui, donc là on passe à une autre étape, donc c'est le bousinage avec Arthur. Donc Arthur, explique-nous déjà qu'est-ce que c'est le bousinage, qu'est-ce que c'est cette partie qui suit la chauffe, si j'ai bien compris. Donc c'est ça, donc c'est la partie après le cintrage. Ouais. Les barriques viennent de mon côté, donc au niveau du bousinage. Et une fois au bousinage, on les fout sur une chaufferette comme elles étaient au poste avant. Ouais. Donc on continue à les chauffer et c'est là où on va faire la montée de température pour les barriques. Donc là après, si vous avez pu toucher le bois qui a été, normalement elle est un peu plus chaude quand même. Et à l'intérieur c'est pareil, donc à partir du moment où elle chauffe quand même pas mal. Et c'est là où ça va sortir quand même pas mal les arômes, donc qu'on a dû déjà vous expliquer. Alors les arômes, ça m'apparaît parce qu'il y a quoi? Il y a la chaleur. Donc il y a plus de chaleur et du coup c'est là... c'est l'intensité de la chaleur. Ouais, c'est l'intensité et puis ça commence à vraiment bien teindre le bois. Ouais, je vois qu'il y a il est quand même plus foncé. Donc c'est le but aussi du bousinage, c'est de respecter les codes couleurs que le client nous demande. Donc là c'est une moyenne, une chauffe moyenne. Donc c'est par rapport à... C'est pas... Donc ici c'est légèrement, c'est la légèrement teinte, là c'est la moyenne. La moyenne plus, donc un petit peu plus foncée que la moyenne, et la Bourgogne. Donc ça c'est une spéciale, on la fait pas souvent mais c'est assez spécial, et celle-là elle est encore plus spéciale, c'est pour Martel. Donc c'est entre la Bourgogne et la M+, c'est vraiment une chauffe très spéciale pour Martel. Est-ce qu'il y a des commandes, donc comme tu disais tout à l'heure, il y a tous les balles, mais est-ce qu'il y a des commandes qui sont spécifiques pour une demande précise, mais qui doit être faite que pour eux, genre... Ah bah on l'a fait, on l'a fait. Par exemple on a aussi le C4, donc là c'est des clients qui demandent ça, où c'est vraiment carbonisé quoi. Ça fait vraiment peau de crocodile, ou à l'intérieur c'est vraiment très bizarre, mais le client il demande et puis on pose pas trop de questions non plus. Eux ils font leur expérimentation. C'est ça. Le produit qui se trouve. Le job c'est juste de respecter la couleur qu'ils veulent et puis l'intensité et aussi le nombre de minutes qu'ils veulent sur la chaufferette. Parce que plus la barrique reste longtemps et plus le travail de l'arôme est travaillé au final. Et puis aussi il y a la différence entre barrique à haute vie et barrique à vin. Et donc il y a quand même des différences. Là c'est des barriques à vin. Donc sur les barriques à vin, il ne faut surtout pas avoir de cloques à l'intérieur, sous peine d'avoir des... C'est quoi? C'est des espèces de champignons qui se développent dedans? En fait, la cloque, c'est que si on profite en température la barrique, compte tenu qu'on arrose, il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, la chaleur va faire vaporiser l'eau, qui va pousser le bois et qui crée une cloque. Donc en fait, autant pour l'alcool, c'est pas très grave parce que l'alcool est entre 50 et 70 ou 80 degrés. Du coup, ça tue la bactérie. Autant pour le vin, la problématique c'est que le vin va rentrer dans cette cloque. Il ne va pas être protégé par le souffle du vin pendant l'élevage. On va vider la barrique qui va presser du vin qui va s'altérer et qui peut contaminer le vin. Donc après cette étape, alors après cette étape, donc là ce que je vous ai pas expliqué, c'est que on est forcément sous certification ISO, HACCP, on a une traçabilité montante et descendante, c'est-à-dire que vous nous achetez un fût, il a un numéro, vous appelez, je voudrais connaître la traçabilité de mon fût, on est capable de vous dire de quelle forêt il provient, quand est-ce qu'il a été abattu, dans laquelle de nos usines il a été transformé, laquelle méranderie l'a transformé en mérin, et laquelle tonnerie l'a fabriqué. Donc ça, c'est ce qui est marqué sur la barrique, là. On a des informations qui à ce stade-là ressemblent plus au hiéroglyphe qu'à autre chose. Oui, j'arrive pas de trop... Ouais, en fait, on a l'origine du bois qui est marqué, le CB. Ah, CB, d'accord. C'est une origine de bois. Ici, ça veut dire que c'est la bonde, la douelle de bonde, qu'on définit pour avoir la bonne largeur. Et puis après, on a des numéros ici, où on a le quantième, c'est-à-dire le jour de production. Et après, on a d'autres informations, l'heure de mise en chauffe. Très précis, là, ouais. On a toutes ces informations qui vont être collectées à la fin sur un ordinateur qui est juste derrière, que l'on peut aller voir si vous voulez, et puis on reviendra sentir la barrique tout à l'heure. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc en fait, sur une barrique, le seul moment où on va pouvoir sentir
Les arômes, c'est le moment où elle sort du feu, et ça va durer une dizaine de minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les arômes que l'on sent sont les mêmes qui vont être redonnés par la barrique dans le rhum ou dans le cognac ou dans le whisky après, parce qu'ils vont être encapsulés dans le bois. Donc là vous avez les arômes traditionnels de la barrique, avec des côtés de pain grillé, amandes ou noisettes. Moi j'aime bien noisettes. Ah oui, en plus c'est très agréable en fait, hein. Moi j'aime bien. Voilà, et là c'est le moment, on revient dans 10 minutes. Ça s'estompe. L'arôme sera parti. Oui, parce que c'est en refroidi. C'est comme le pain. Le pain, il sent le pain quand on le sort quand il sort chez le boulanger qu'il est chaud. Et 5 ou 10 minutes après, il sent plus rien parce qu'il a refroidi. Là, c'est pareil. Donc l'importance dans une barrique, c'est que on doit être très très chaud à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, ce qui va permettre au bois de transmettre et d'enregistrer la forme de cintrage. Si on chauffe pas suffisamment la barrique, on va avoir une différence de tension entre l'intérieur et l'extérieur, et on va avoir des fois vous avez des douelles qui se cassent comme ça, là, qui font un arrachement de la matière. D'accord. C'est parce qu'on a une différence de tension entre l'intérieur et l'extérieur du fait de la courbe. Je vois qu'il y a des... Et on n'a pas été chaud. Oui, mais ça c'est normal, si le travail, c'est des éclats comme en usine, ça c'est pas dramatique. Et au niveau justement de l'étanchéité, là on peut dire que c'est déjà totalement fait ou il y a encore Alors là en fait, il va ramener la barrique ici, il va mettre des cercles, et on va mettre la barrique en contrainte, en pressant. Alors on a, en comprimant, les joints sont très chauds, donc les joints vont on appelle ça se marier entre eux. C'est-à-dire que les petites imperfections qu'on peut avoir entre deux joints, le fait de les écraser, les joints aussi sont souples à ce moment-là, donc ça veut dire que les joints vont bien s'écraser entre eux. Et en laissant refroidir, la barrique gagne sa forme, on appelle ça une mémoire de forme. Donc on va garder la mémoire de la forme qu'on lui a imposée. Et une fois que ça sera refroidi, qu'on va enlever les cercles, la barrique, les douelles vont rester cintrées parce qu'elles ont cette forme-là et ça sera enregistré. C'est les techniques de cintrage de bois qu'on utilise dans la marine, qu'on utilise dans toute l'industrie du bois. Donc l'usinage, on raccourcit un petit peu la barrique en longueur. On fait cet arrondi qui s'appelle le pas d'as. Le pas d'as. Comme un as mais deux SE. Et ensuite on fait un taillage ici qui s'appelle le jable et dans lequel il a déjà mis la pâte. Donc la pâte elle est derrière lui. Voilà. Et c'est de la pâte à pain en fait. Tout simplement. C'est de la farine et de l'eau. Là c'est l'opération que doivent savoir faire tous les tonneliers. On appelle ça prendre le point de la barrique. Donc on utilise un compas. Et là, il compte combien il lui faut de compas pour faire le tour de sa barrique. Et il va ajuster son diamètre. Donc si il faut qu'il fasse son tour en 6 compas. Et si jamais c'est avant ou après, il modifie l'ouverture du compas pour le faire parfaitement en 6 compas. Il va sur une machine qui taille, il règle la machine, donc ça c'est converti en centimètres, de façon à donner le diamètre exact de la base. Donc là c'est ce qu'il est parti faire, il est parti faire tailler le fond. Il va revenir avec le fond. Là il va l'enlever. Là il lève pour ouvrir la barrique. Et il va insérer, voilà. Là, il insère le fond. Donc là, nous sommes sur des 600 litres. En 40 mm d'épais. La coque seule fait entre 100 et 120 kg. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent à deux.
y en a un qui tient le fond et l'autre concrètement qui tape pour resserrer. Parce que tant que le fond n'est pas bien en place, on ne peut pas se permettre de relâcher si on y tombe. Donc là, on remonte les côtés. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Donc là, sur cette partie-là, donc selon ce que j'ai compris, tu disais que tu testes les barils. Oui. Donc en quoi ça consiste les... Eh ben, je mets de l'eau, je mets 20 litres d'eau dans les 600. Ok. Et je la fais tourner sur le tourniquet là pour savoir la brasser, ça la brasse. Ouais. Et après s'il y a des fuites, et ben voilà, donc je la mets à la réparation. Voilà. Ok. Voilà. Je mets de l'air dedans et la pression d'air fait sortir le. Avec l'eau, Voilà. avec l'eau ou avec l'air. Voilà, avec les deux, voilà. Donc c'est avec quoi que... Là c'est 2 ballons d'eau chaude, D'accord. voilà. Et là je mets l'eau. Ok. Quand j'ai mis l'eau, je mets ma bombe. Ok. Et après je mets de la pression d'air dedans. D'accord. Voilà. Ok. Et comme ça, on voit tout de suite... Bah oui, s'il y a des fuites, voilà. Ok. On peut voir... L'eau elle est à 80. À 80 degrés? Oui. D'accord. C'est important que ça soit chaud comme Oui, ça? oui, oui. Parce que ça va changer aussi le Bah, bois. ça va ouvrir les portes des veines du bois, voilà. Ah. Et vous faites ça depuis très longtemps? Ça va faire 40 ans. 40 ans? Ah ouais. Vous avez commencé à 6 ans. Comment? Vous avez commencé à 6 ans. Ouais. 14. À 14 ans? vous avez Moi j'ai passé mon CAP, 2 ans, et bah, je suis tout le temps resté dans le métier. D'accord. Félicitations. Hein. Bah ouais. En plus, comme je le disais tout à l'heure, je sais que c'est l'un des plus vieux métiers du monde, Oui. mais de voir qu'il y a autant de jeunes dans l'entreprise Bah oui. sur la pour prendre Bah, je c'est... suis le dernier, l'avant-dernier à partir. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ouais. C'est bien, vous laissez, je crois que c'est un bel héritage pour eux. Voilà. Donc, Bah, on a des jeunes comme ça, on les apprend. c'est bien. Transmettez. Mais nous, dans nos plants, c'était tout à la main avant. Oui. Voilà, il n'y avait pas de machine là avant. Voilà, parce que j'ai vu, il y a quelques machines, effectivement, mais avant, il n'y avait pas tout ça, donc Ouais, voilà. c'était fait à la main. Donc là, c'était les tests justement sur les fûts avec Jean-Philippe. Et donc là, on passe à une autre partie. Donc on continue, on va nous dire ce qui est... C'est la finition, c'est votre part. C'est sa finition pour voir justement le fût avec des cercles, on va dire, de finition comme ils disent. Voilà. Là, on est sur, je crois, la dernière étape, si je ne me trompe pas. Le ponçage. Alors, c'est le ponçage. Donc, en quoi consiste justement cette étape de ponçage? Alors, Un peu plus. c'est simple, j'ai enlevé c'est le collet et le bouge en premier. D'accord, Ce côté, j'ai enlevé aussi le collet. d'accord, Je vais la mettre sur la machine, je vais l'installer. ok, Vous allez voir, ça va la lever, ça va la bloquer. d'accord, Et puis je vais la mettre en rotation, la barrique va tourner. Et après, avec les deux bras que vous voyez, j'ai un grain fin et un grain plus gros. ouais, J'ai utilisé d'abord le gros pour enlever le plus gros, les plus grosses saletés. Puis le fin pour bien lisser, pour bien... voilà, la finition, on va dire. Il y a toujours une balle qui reste. Toujours, Il y a toujours le tétier, qui reste. toujours. C'est au cas où. Ah bah si je l'enlève, la barrique elle s'ouvre. Ah, d'accord. C'est ça. Donc ça va rester pendant toute la vie du tonneau. Après non, celui-là on le change. Après, comme vous allez voir, il y aura un tétier comme ça qui sera beaucoup plus beau. Et là du coup, ce côté...
donné justement envie de travailler dans ce métier au niveau de la tonnellerie autour du bois? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ouais. Bah c'est simple, depuis tout petit, par exemple mon père il est tonnelier lui aussi. Ouais. Et j'adore travailler avec le bois. Ouais. Et je me suis dit bah pourquoi pas découvrir le même métier que lui. Ouais. Et puis bah je suis tombé dedans et depuis ça fait 9 mois que je travaille ici. Ah Ah, d'accord. donc tu es tombé dedans quand tu étais petit. Bah, J'allais demander si c'est la partie la plus cool du processus ou... Ici? Ouais. Pas cool, oui, non. Non, parce que les gars ils sont stop. Oui. On arrive à la finition. Bah, y a... Il est tombé dedans quand il était petit, donc il est 4 fois plus puissant qu'eux. Hein. Ah, quand même pas. C'est ça. Et donc ça fait 9 mois que Ça fait 9 mois que je travaille là. La tonnerie Le Roi. Voilà. Donc tu es on va dire un petit peu le petit dernier arrivé parmi les... Oui. Parce qu'en fait, j'ai fait le constat, il y a pas mal de jeunes quand même. Et j'étais très surpris parce que on est dans un secteur où c'est quand même un métier qui existe depuis très longtemps. Et de voir que beaucoup de jeunes finalement s'y intéressent. Franchement, c'est super. C'est qu'il n'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, c'est physique, c'est technique aussi. Vouloir, hein. Voilà, il faut vraiment aimer ça. Je pense que vous êtes tous passionnés là, ça se sent. Et de voir des jeunes comme toi qui s'y mettent aujourd'hui, franchement, c'est top. En plus, c'est un métier qui recrute. Hein. Ouais. On en cherche. Hein. Oui, j'imagine, parce qu'en fait, comme nous, on est des passionnés de Rome, et on le voit, parce qu'on n'arrive pas de développer les distilleries, les romeries, développent pas mal de choses dans le vieillissement, et ils savent que le fût joue un rôle important. Alors, Primordial même. Ouais, primordial. Sans fût, il n'y a pas de rhum. Hein. Exactement. Alors, on utilise beaucoup on réutilise des anciens fûts aussi, il y a beaucoup de ça qui se fait, mais de plus en plus, on achète des fûts neufs, donc chez vous. Et pour partir sur un vieillissement de très long terme. Donc effectivement, je pense qu'il y a tout à faire et je pense qu'il y a encore du travail pour vous dans les quelques années là. Wow. Là, je la lève. Je la bloque. Hop. Je mets un petit bouchon de liège parce que quand ça va tourner, bah, il y a la poussière et tout, ça risque de mettre des résidus. Pas que ça tombe dedans. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Ça. Une fois que c'est fait, je regarde si elle est bien installée parce que. Juste pour l'esthétique, c'est-à-dire des gens qui pour la déco, des choses comme ça. Oui, ça nous est Ça, c'est déjà arrivé. Parce ouais. que je sais que dans le monde du luxe, de plus en plus, ils aiment bien avoir des fûts. Donc ouais, des fûts en décoration. Voilà, en décoration, et qui ont peut-être des commandes très particulières. Ouais, ça nous est Déjà arrivé. Ouais. Et quelle est la particularité de ces fûts? Oula, après, ça, je peux pas vous dire. Ah, ouais. Je pense que le mieux, ce serait après qu'on allait voir là-bas. C'est lui, il s'occupe de toutes les commandes, tout. D'accord. Ok. On se regarde. Donc une fois que c'est fait, attention à vous, décalez-vous. C'est par mesure de sécurité. Je la mets en route. Une fois que c'est fait, j'allume les deux bras. Ça c'est le gros grain, c'est le plus grand. Oh. Une fois ça passé, je passe au grain fin du coup. Après, une fois que j'ai passé, j'ai fait les deux,
je touche tout autour de la barrique pour voir s'il n'y a pas ce qui s'appelle des ballots. C'est s'il reste un petit écart par rapport au duel. Ouais, c'est ça qu'il faut des gants. Pour ça, bah, ça c'est voilà. Pour éviter qu'il y ait des choses comme ça. Non, ça c'est la partie que j'ai pas passée encore. Et le but à la fin, c'est que je touche pour éviter les, voilà, des petites choses comme ça. Comme ça. Quand tu vas passer le truc, ça sera plus là. Voilà. Il faut que ça soit bien lisse. Par exemple là, il faut que je repasse encore un coup pour voir. Et si c'est encore profond, je la marque et ça part en réparation et ça la répare. Voilà. Ouais, sinon ça va être toujours comme ça. Voilà. Toujours bien lisse. Une fois que c'est fait, je la descends et je change de côté. Une fois qu'elle... Voilà, c'est tout. Je l'emmène là-bas à mes collègues qui vont la cercler. Une fois qu'elle est cerclée, ça passe à mon autre collègue qui est en finition. Barrique, de l'étape 1 à la dernière étape, mais combien de temps à peu près? Ça dépend. Sachant qu'il y a des heures, il y a au moins 2 heures de chauffe. Ça dépend du type du modèle de la barrique. Une barrique traditionnelle comme ça, mais combien de temps la première étape à la dernière étape? Entre la chauffe et on peut la faire dans la journée si on veut. D'accord. En général, on diffère pour qu'elle refroidisse, mais normalement, la barrique du matin, le soir et à la finition. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Dylan. De rien. Alors, tout à l'heure, on n'était pas sur la dernière étape, mais sur l'avant-dernière, si je ne me trompe pas. Puis, on a fait effectivement du ponçage. Et là, on est avec David. Donc là, réellement, je crois que c'est la dernière étape. C'est la dernière étape, ouais. Donc, c'est la finition. Finition, ouais. D'accord. Donc, dis-nous ce que c'est cette finition, à quoi elle consiste sur ce... La finition, comment dire, c'est pour enlever tout ce qui est, pour rendre la barrique propre en fin de compte. D'accord. Comme là, on peut avoir ce qu'on appelle des ballots. Ok, les ballots, c'est quoi? C'est des petits défauts? Des petits défauts, d'ailleurs, il y a un petit décalage au niveau des pièces. Ouais. Et comme là, là on n'en a pas. Comme ce que Dylan nous a montré quand il a poncé. Voilà, faut que je les enlève. Et c'est un petit peu humide? Là, c'est du vernis. Ah, c'est du vernis. Voilà. Okay. Et c'est toi qui mets les cercles finaux? Ça arrive, oui. Ok, d'accord. Donc en fait, avec cette petite ponceuse, c'est ça? Ouais, une petite chose, oui. Que tu, on va dire, tu corriges les petits défauts. Petits défauts, ou s'ils sont vraiment trop gros, on passe on appelle une cuisse. Ça c'est quoi? Une cuisse, quoi. D'accord. Ça c'est pour enlever les ballots, c'est pour... Ah aussi, d'accord. Voilà. Ah oui, ça pousse un peu. Ouais. Ok. Bon ben en tout cas, merci. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus? En fait, ouais, même la robe, ce qu'on appelle la robe, tout la nettoyer, toutes les traces qu'on peut avoir. C'est pas tout le fait aussi là? Oui. D'accord. Bon ben, je te remercie. En fait, merci bien. La finition, la beauté, on le doit à David. Merci pour cette jolie finition. Je suis initié au rhum il y a bien longtemps par un rhum de Marie-Galante. Ah. Et quelques années après, en rentrant à la tonnellerie Leroy, je rencontre Dominique Thierry. Je déguste les rhums de Dominique Thierry au Grand Pavois. Et la semaine suivante, j'ai un coup de fil et c'est Dominique Thierry qui a besoin de démonter des foudres pour ramener à Marie-Galante. Et donc je rencontre Dominique, et l'histoire a commencé comme ça. C'était en 2008 et ça s'est jamais arrêté. Il faut que ça continue. C'est ça. Franchement, si on peut même vous aider. Mais ça sera avec plaisir, donc on travaille. Aujourd'hui on travaille. On a commencé, alors forcément le portefeuille client est plus présent en Guadeloupe qu'en Martinique parce qu'on a commencé les deux clients historiques, c'est Biel et Bologne. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on est plus présent, on commence à travailler aussi
en Martinique, avec notamment à 1710. Oui. Ah, oui donc à 1710, de Paz. Et, c'est pas vous qui avez fait le foudre spécial pour eux, celui qu'ils appellent l'œuf. Ah, le foudre, le petit foudre ovale. Ouais. Si. Ah, parce qu'on l'a vu. Si, j'ai même... On était très très surpris de... Il doit y avoir marqué le roi d'ailleurs dessus. Ouais. Le groupe a 17 tonnelleries dans le monde. Donc ça nous permet d'avoir des approvisionnements d'un petit peu partout en fait. Donc ici on a préparé, vous voyez, il y a des cercles qui sont en attente parce que on a un de nos amis remiers qui a besoin de cercles pour des fûts à bourbon. Donc comme chaque fois qu'on vend des barriques à bourbon pour les Antilles, souvent quand elles partent de France, on retient les cercles et on met des cercles galvanisés pour que ça dure plus longtemps. Ça c'est la marque de fabrique de Leroy. C'est que moi je ne veux pas que des barriques qui ont un aspect vieux partent de chez moi. Donc on fait un petit ponçage, on appelle ça, donc ça s'appelle les barriques reconditionnées. On fait un petit ponçage superficiel, ça donne un aspect vieilli, et on change les cercles. Ce qui permet quand vous rentrez dans un chai, vous avez une homogénéité, même si les barriques ne sont pas toutes les mêmes, vous avez une homogénéité, alors que quand, si vous voulez, ces barriques en état, c'est pas très très beau. Donc ça c'est la marque de fabrique, et c'est ce que vous voyez. Vous allez chez Biel, c'est ce que vous voyez, vous allez chez Bologne, c'est exactement ce que vous voyez. C'est en fait notre image de marque qu'on exporte.